Merci beaucoup. Déjà, un grand merci donc, à la Galerie Berst, notamment représentée par Christian qui est ici, Elisabeth qui est là-bas, un peu cachée, et puis l'équipe, notamment Jeanne, Juliette, et je suis désolée, je ne connais pas tous les prénoms. Louise, Diane, Manon, pardon. Voilà. Merci de nous accueillir donc, du coup, dans la galerie, puisque c'est quand même un très bel écrin pour célébrer, effectivement, c'est l'année de nos 20 ans. Donc nous, Epsilon Media, on est en fait un organisme de formation dans le champ du social et du médico-social. Et donc, ça fait 20 ans qu'on existe. Et si on est là ce soir, c'est grâce à l'équipe d'Epsilon qui est plutôt vers le fond. Vous les repérez, ils sont habillés en noir. C'était un peu le dress code ce soir. Donc voilà, donc je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ils sont tout au fond. On est une vingtaine au niveau du siège et donc au niveau de l'organisation de cette soirée. Et c'est un grand merci à eux parce que toute la logistique, l'organisation et même de penser et fêter les 20 ans, c'est grâce à eux. Donc sans eux, en fait, on ne serait pas là ce soir. Donc ça me semble déjà important de le nommer. Effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de plusieurs soirées. On a eu une première soirée au mois d'avril qui se passait au 5 Comartin et qui était sur la question des violences faites aux femmes avec la diffusion d'un film, enfin d'un documentaire qui a été primé par le prix Epsilon Media l'année dernière dans le cadre du Festival du film social. Ce soir, c'est donc le deuxième événement pour nous, donc en juin. Donc là, je vais laisser après la parole à Eric et donc à Philippa et à Christian. Je vais m'éclipser. Juste pour dire qu'on a une troisième soirée qui s'annonce le 6 octobre et qui sera à la Maison de la Poésie, qui est aussi un très bel écrin, et qui sera sur le thème de la fratrie et du handicap, avec notamment Clara Dupont-Mono qui sera présente, avec Léa Hirschfeld qui sera présente, et avec la diffusion d'un court-métrage qui s'appelle Malo fait du vélo, et en présence du réalisateur qui sera là, et donc sur le thème du handicap et de la fratrie. Alors sachez que Malo fait du vélo, je vois Elisabeth qui me fait, c'est que c'était notre deuxième coup de cœur, voilà, notre deuxième coup de cœur dans le cadre du Festival du film social, donc on voulait aussi faire une soirée parce qu'on avait beaucoup aimé ce court-métrage. Et au mois d'avril se dessine une soirée qui sera plus en lien avec la protection de l'enfance, puisque l'idée c'est de pouvoir faire une soirée avec tous les thèmes qui nous tiennent à cœur dans le cadre de notre travail. Voilà, donc je vous laisse pour passer une très bonne soirée, une très belle table ronde, et puis de découvrir toutes les œuvres de Philippe Amotte ici et aussi un peu dans la salle à côté, il y en a aussi. Donc n'hésitez pas à les regarder et après vous pourrez en échanger aussi avec elle. Merci beaucoup. Merci. Ben, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes parce que c'est quand même une longue histoire. Je suis ému parce que j'ai lu un livre. Les livres, c'est important pour moi dans la vie. J'ai lu ce livre et ce livre, il m'a, je sais pas comment dire, il m'a saisi, il m'a bouleversé. Et je l'ai lu et relu. Et j'ai eu, c'est pas quelque chose que je fais fréquemment, mais j'ai eu envie d'écrire à l'autrice que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas entendu parler. C'est simplement le livre que je dois d'ailleurs à Julie Lecourt qui m'a dit Eric, je pense que voilà, il faut lire. Et voilà, et donc je t'ai écrit, je t'ai dit tout ce que ça pouvait provoquer. Alors après, j'ai découvert que Philippa, elle avait participé à la Grande Librairie, qu'elle avait été interviewée à France Inter, que c'était quand même une personnalité très reconnue dans le champ de la pérédance, il faut le dire. Et voilà, mais bon, j'ai fait ma démarche et effectivement, comme raconte très bien Christian, personnellement, je suis un amateur fou d'art brut. C'est un lieu que je tiens ici, que je tiens particulièrement à cœur parce que j'ai vécu tellement d'émotions ici, j'ai rencontré tellement d'artistes et je suis tellement impressionné par le travail qui est fait par cette galerie autour des artistes qu'on appelle d'art brut, que pour moi, c'est vraiment impressionnant que cette soirée puisse avoir lieu ici. Pour introduire le but, c'est que je faire parler Philippa. Hein, je vais simplement introduire et lui poser quelques questions. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand même, ce livre, il est riche et il y a beaucoup de thèmes que j'aurais aimé travailler. J'aurais aimé travailler parmi... Philippa, on lui a donné beaucoup la parole sur son expérience de la psychiatrie, puisqu'elle nous racontera, mais elle a fait plusieurs fois, elle a été internée dans des lieux qu'on appelle les psychiatriques, et elle raconte ça dans le détail, et on aurait pu parler de comment ça s'est passé pour elle. Et quelle a été la relation qui s'est établie, ou le manque de relation, on pourrait plutôt dire, avec des professionnels dits de la santé mentale. Ça, ce serait déjà un premier thème. Yorick, moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement saisi dans son livre, et je pense que c'est ça qui m'a touché, c'est le regard qu'elle portait sur les personnes qui étaient comme elle,
dans l'établissement. Moi, je travaille, à 19 ans, j'étais éducateur. Ensuite, j'ai travaillé comme psy, j'ai travaillé dans le social toute ma vie. Et je me disais, mon Dieu, quel beau regard qu'elle porte sur ces gens. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. Donc, ça pourrait. Et puis, à un moment donné, Philippa le dit, elle dit, je pense ils m'ont aidé davantage que les soignants dans ma relation que j'ai pu établir avec eux. Ça pourrait être un deuxième thème. Il y a un troisième thème que j'aurais aimé travailler, c'est ta pulsion de vie, c'est-à-dire, comment dirais-je, je pensais à Winnicott, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette chose intérieure que tu as, c'est que malgré l'épreuve, comment tu as cette faculté de trouver dans cet endroit, on peut dire d'inhumanité par de nombreux aspects, cette manière de prendre soin de toi et de prendre soin des autres. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et en prenant soin des autres, prendre soin de soi. Et ça m'a beaucoup. Il y aurait de quoi en dire, quoi. Alors il faut faire des choix. L'enjeu de cette soirée, on ne va pas parler de ça, ce sera peut-être d'autres occasions, mais l'idée c'était plutôt de parler de l'art. Parce que ce qui est très très fort dans le livre, dès la première page, c'est que Philippa, quand elle nous raconte de l'intérieur ce qu'on appelle état psychotique, qu'on appelle décompensation, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de professionnels, on utilise, nous, ces noms, mais on ne sait pas trop le vécu des personnes, on voit ça de la chose de l'extérieur, et la force du livre de Philippa, c'est de nous raconter les choses de l'intérieur, mais tout de suite, très vite, il est question d'art. Et il y a comme un fil rouge tout le long, avant même que j'ai pu prendre conscience qu'il y avait ce travail, il y a l'idée que dans ton livre, alors on pourrait parler des épisodes du Louvre, où tu communiques dans le département des Antiquités. Toi, directement, tu n'as pas peur de dialoguer avec des gens qui viennent de la mythologie. Tu pourras nous raconter ces dialogues peut-être. Et puis aussi, cette chose incroyable qui est quand est-ce que quand tu es devant cette momie dans le Louvre et qu'il y a un moment déclencheur, qu'il y a quelque chose qui s'éveille pour toi. Voilà, donc je voulais dire ça pour introduire notre soirée et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Comment tu présenterais d'abord l'autrice, la formatrice, la père aidante ou l'artiste? Qu'est-ce qui te plairait bien pour te présenter? Et je te donne la parole. Waouh, c'est vrai que je parle beaucoup dans mon quotidien professionnel de mon métier de formatrice dans les services de soins et d'accompagnement en psychiatrie. Je parle beaucoup de la pérédance parce que je travaille sur la pérédance dans une institution sanitaire et médico-sociale, développer des interventions de père aidant dans les unités, dans des hôpitaux de jour, dans différentes structures médico-sociales. Donc ça, je me présente tout le temps comme ça. Et en fait, je parle très peu dans mon quotidien professionnel de l'écriture et encore moins des dessins. Mais en même temps, en t'écoutant, ça m'a remémoré des choses et je m'aperçois en prenant la parole là-dessus à quel point, au fond, je suis très pudique et il y a plein de choses que j'ai jamais racontées et que je raconte même assez peu dans le livre par rapport à cette question de l'art. Parce qu'en fait, quand j'ai fait dans ma vie, je dirais, 6 crises de ce qu'on peut appeler, je sais pas, les psychiatres appellent ça un accès maniaque, d'autres gens parlent de décompensation, on parle de délire psychotique. Moi, j'appellerais ça l'expérience de la folie. Et je me suis souvent dit, on peut tout à fait faire l'expérience de la folie sans être fou, mais il n'empêche que c'est quand même des traversées assez spectaculaires et ça amène dans des espaces psychiques complètement méconnus et qu'on peut difficilement imaginer si on ne les traverse pas. C'est inimaginable que l'esprit humain puisse fabriquer des états pareils. Et dans ces états-là, c'est vrai que moi, j'ai un rapport avec les œuvres d'art qui est très fort. Je pense que c'est révélateur de la fascination que j'ai pu développer au cours de ma vie pour la peinture. Il y a ma mère qui est là aujourd'hui, elle m'a emmenée toute petite voir beaucoup de peintures. Quand j'étais petite, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais en fait, un jour, j'ai ouvert les yeux et ça m'a
beaucoup intéressée d'aller voir des expositions. La musique, le dessin derrière, je l'ai appelé le cri de Bach, la musique de Bach. J'ai une fascination pour cette musique. J'aime aussi le rap, ce qui n'est pas tout à fait en rapport avec Bach. Et quand je rentre en manie, je parle dans le livre d'un personnage de guerrière. J'ai un délire qui est très mystique. Et ma mystique à moi, en fait, c'est en rapport avec l'art, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la violence du monde, une révolte terrible par rapport à la violence du monde. Et dans mon délire mystique, je suis missionnée. Ça arrive souvent. J'ai beaucoup de mes pères, il y a beaucoup de missions, de missionnés, de prophètes, de Jésus. Moi, je me prends pour la fille de Dieu. Je me dis, il n'y a pas de raison, il a eu un fils, forcément, il a eu une fille aussi. Voilà. Et sur le moment, je me dis qu'il y a moyen que la fille, ce soit moi. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment... Et la fille de Dieu, évidemment, elle a forcément une mission de rétablir quand même l'amour et la beauté dans le monde et de la manifester. Étant donné l'état de notre société, on est d'accord qu'il y a quand même un boulot considérable et que tout d'un coup, d'être relié à ce degré-là, à la dimension sacrée de l'existence, en fait, c'est terrible. Du coup, de se confronter à la violence du monde. Et forcément, comme j'ai cette espèce de mission, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, je vais au Louvre, je vais dans les librairies, j'écoute de la musique et je réveille mes armées. Et dans mon esprit, mes armées, ce sont les artistes. Et je me dis, en fait, il a tout préparé depuis le début. Ne me demandez pas qui est il, s'il vous plaît. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est l'esprit, c'est une espèce de force avec laquelle je suis en contact dans ces moments-là. Et je me dis, c'est bon. Il y a une armée depuis le début de l'histoire de l'humanité qui est en train de se créer, qui se crée et qui est disposée pour restaurer l'ordre des choses. Et dans mon esprit, sur le moment, cette armée, elle est constituée de tous les artistes, de tous les penseurs, de tous les philosophes. Et du coup, moi, je me mets à créer parce qu'il faut quand même que je sois à la hauteur de cette armée. Alors tu nous donnes déjà beaucoup d'informations. Hein. C'est déjà très riche. J'ai presque envie de freiner justement pour qu'on puisse y aller à petits pas, parce que ce qui est intéressant, et effectivement c'est ça que j'ai trouvé fort dans ton livre, c'est que j'ai entendu beaucoup de théoriciens, de par mon métier, j'ai lu beaucoup de livres, on parle de la folie. Mais là, ce qui est intéressant chez toi, et puis quand on est amateur d'art brut comme moi, il y a plein de personnages dont on parle Aloïse, Zinelli, et tous ces gens-là ont été internés, etc. Mais malheureusement, on n'a pas de parole directe. On n'a jamais eu cette opportunité de dire racontez-nous. Et en lisant ton livre, ce que je trouvais fort, c'est que j'avais envie de dire voilà, raconte-nous. Et du coup, tu as déjà dit beaucoup de choses. Toi, tu parles depuis une expérience vécue. Quand tu entends les gens parler de la folie de l'extérieur, qu'est-ce que ça change pour toi, le fait de pouvoir en parler de l'intérieur? J'ai toujours trouvé qu'il y avait un décalage indécent entre ce qu'on en dit, notamment ce qu'en dit la psychiatrie, même si je suis tout à fait à même aujourd'hui de reconnaître la dimension pathologique, elle existe, mais pour moi, elle cohabite avec une expérience très forte, humaine, sensible et mystique dans mon cas. Et en fait, j'ai écrit « Et c'est moi qu'on enferme » parce que je me disais, il faut que j'essaye de dire quelque chose d'autre de la folie. La folie est une chose bien trop dense pour être laissée entre les mains de la psychiatrie uniquement. Et j'ai envie de t'arrêter là, mais pas t'arrêter, mais de souligner plutôt, parce qu'effectivement, ce que j'ai trouvé très fort, c'est cette parole-là, c'est-à-dire de dire, ok, on met une étiquette de l'extérieur, on parle de fou, de décompensation, etc. Et là, tu es en train d'évoquer autre chose. Tu dis, c'est une expérience de l'ordre existentiel, un vécu. Et je trouvais que rien que ça nécessitait à te faire parler, quoi, dire que raconte-nous, pour pas qu'on enferme la chose du côté que de la pathologie, mais non, il y a quelque chose où j'ai fait expérience. Oui, et d'ailleurs, ce vécu, il est complexe et c'est pas rien de devoir intégrer ce vécu dans son histoire psychique.
C'est-à-dire de revenir dans le réel en ayant fait cette expérience-là et d'essayer de faire la synthèse de tout ça pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire, si je vais user de métaphore, puisque pour essayer de ressentir ce que tu nous dis là, c'est j'ai fait un voyage, ce serait comme un voyage, je serais en terre étrangère, et une fois que j'ai côtoyé cette terre étrangère, le fait de revenir sur le sol qui m'est familier, il y a quelque chose de complexe. Il y aurait comme un retour. Ce serait le retour qui serait difficile. C'est très très difficile le retour parce que quand on revient, on se rend compte la part de délire qu'il y avait là-dedans. Et ça, c'est très violent de se rendre compte qu'on est allé jusque-là et qu'on a pu inventer quand même aussi tout ça. Ensuite, on est vidé de son énergie vitale. Et puis là, on peut parler de la prise en charge psychiatrique aussi, des hospitalisations sous contrainte, de la médication. Et tout ça crée un état psychique qui est différent de celui du délire, mais qui reste extrêmement douloureux. Et puis, tout ce qu'il y avait de découverte dans le délire, de lumineux dans le délire, la créativité, tout devient symptôme pathologique. Et donc, il ne reste plus rien de cette expérience-là. On se dit, en fait, j'ai juste complètement déliré. Je suis une grande malade mentale. Et en plus, je suis anéantie. Et il y a ce contre-coup où on a l'impression d'être passé sous un camion psychiquement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, à partir du moment où je m'en ressentais capable, parce que clairement, à chaque fois, pendant des mois et des mois, je suis un peu comme une équilibriste qui se demande si elle va revenir, en fait, si je vais réussir à récupérer qui je suis, à le reconstituer. Alors forcément, pas de la même façon, mais il faut reconstituer quelque chose et c'est pas rien pendant des mois et des mois et des mois de pas savoir si ça va avoir lieu avec la souffrance qui est là et qui perdure. Et après, une fois que je reprends un peu des forces, il y a une chose, vraiment, je suis têtue. Moi, j'ai jamais réussi à renoncer, à essayer d'extraire quand même la part lumineuse, la part créative, tout ce que j'ai évoqué. Et le fait que pour moi, au fond, ça compte. Et j'avais absolument besoin de reconquérir tout ça, de donner sens à tout ça pour pouvoir retrouver un équilibre. J'ai envie de rebondir sur ce mot, ça compte. Et j'ai envie de faire un lien avec ce que tu disais un peu en amont. C'est-à-dire que quand tu sors de cet état, on sent quelque chose de très douloureux, mais il me semble avoir entendu quelque chose, c'est comment on te réceptionne, si j'ose dire, quand tu fais référence à la psychiatrie. C'est-à-dire que la manière dont on retourne, la manière dont tu es accueilli dans ton retour, il y a quelque chose qui on te met hors de la chose et il n'y a pas de lien qui est fait avec ce qui pourrait être positif de l'expérience. J'entends ça ou ce ne serait pas tout ça? En fait, tout est d'une brutalité inouïe. Le délire est d'une grande brutalité aussi parce que après la mystique il y a la mystique, il y a la créativité, mais il y a aussi la paranoïa, la persécution, la peur que ça génère. Donc c'est des états dans lesquels moi j'ai vécu les plus grandes peurs de ma vie. C'est peut-être mon imaginaire qui a créé les scénarios de peur, mais sur le moment ils ont une réalité extrêmement forte. Il y a tout ça. Il y a le fait qu'on ne dort plus. On ne parle jamais du corps dans ces états-là, mais le corps est mis à l'épreuve parce qu'en plus, on n'a plus de limites, on ne dort plus, on n'a plus de limites dans certaines consommations. Donc, c'est des états même corporels qui sont très durs. Et la réponse est d'une brutalité inouïe. C'est-à-dire que l'enfermement, et si jamais, moi je me suis rebellée la première fois quand on m'a enfermée, alors on m'a attachée. Je me suis rebellée parce qu'on m'avait attachée, alors on m'a enfermée dans une pièce encore plus petite. Et comme je continuais quand même, et ça m'est pas arrivé 2 fois, j'ai fait attention les autres fois. Bah oui, et ben on m'a baissé mon pantalon, médicamenté, et les doses de traitement ne s'arrêtent pas de grandir tant que les symptômes ne sont pas annihilés. Et c'est vrai que je trouverais que ce serait vraiment et tout ça, du coup, la réception. Et la réception, c'est quoi? C'est qu'en fait,
dans ces moments-là où je suis hospitalisée, je fais attention à la façon dont il faut que je me comporte. Je mets du temps à comprendre. Ma mère me disait, tu gagneras pas contre les médecins, tu es ici, profites-en pour te reposer. Elle essayait de me convaincre de sortir de cette résistance, et elle avait raison, parce que j'avais tout à perdre à continuer à lutter, parce que c'est une lutte. C'est une... Et une fois et en fait, je fais semblant que le délire a disparu. Les traitements émoussent tout ça petit à petit. C'est pas encore, ça n'a pas encore disparu. Et je sors, et c'est là que tout ça disparaît, que le réel tel qu'il est perçu par tous réapparaît, et que la deuxième partie de l'effondrement a lieu. Du coup, Philippa, est-ce que, en creux, est-ce qu'il y aurait possibilité, je pense que oui, mais je peux quand même poser la question, c'est, il y aurait une possibilité, selon toi, de pouvoir réceptionner plus délicatement une personne qui a pu faire un tel voyage? Ce serait ça quand même ton message? Ah oui. On pourrait C'est vraiment intéressant de se poser cette question-là et d'y travailler, non seulement à la réception, mais à l'accompagnement de ce moment, de cette deuxième étape de l'effondrement, qui est celui de la dépression, quand on parle de maniaco-dépression. Mais dans la schizophrénie, en fait, la réception est un peu différente. Et puis, on ne peut pas faire de généralité, parce que chaque expérience psychique de ce type est colorée par une histoire, par une personnalité, par une sensibilité. Mais en tout cas, effectivement, je pense que si on pouvait réussir à mettre davantage de liens, davantage de douceur, davantage de considération dans la manière de réceptionner et d'accompagner, ce serait extrêmement salvateur pour tout le monde. On même. On n'ajouterait pas à la violence de découvrir qu'on était ailleurs complètement, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se révèle à moi où j'ai été emporté au-delà de moi, donc on perd le contrôle, mais s'ajoute à cette reconnaissance douloureuse la violence de l'internement et dans des conditions terribles. Et puis aussi de l'explication qu'on nous en donne. Parce qu'il y a une expérience psychique extrêmement dense, extrêmement habitée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, ce que je dis, nier l'aspect pathologique. Je pense que c'est hyper important de reconnaître la dangerosité de ce type d'expérience, et je ne veux pas en faire l'apologie, mais une fois que ça a eu lieu, ça veut dire que la personne, elle a ouvert quelque chose, et que donc elle porte en elle la possibilité de retourner dans des états psychiques de ce type. Et moi, je disais, combien de fois, toute seule, moi je vais extraire le joyau du cœur de la plaie. Je sais que dans cette expérience-là, la folie est une grande éducatrice, mais les enseignements sont un peu durs à digérer. Et comment est-ce qu'on aide les gens à tirer d'autres enseignements de ces expériences-là que uniquement ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes un malade mental et que vous le serez toute votre vie, et que la première chose à faire de constructif, c'est de prendre vos traitements, et que ce que vous avez vécu sont des symptômes d'une pathologie. Ça, c'est la description d'un phénomène, c'est la description médicale, et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, à un moment donné ou à certaines étapes, elle peut avoir une validité. Voilà, ouais. Et sa raison d'être, mais ça ne peut pas être tout. Être l'alpha et l'oméga de l'expérience. De l'expérience, et ça ne peut pas dicter la façon dont on prend en charge les choses. Et je suis même étonnée que même cette explication-là fasse que, en fait, à un moment donné, on fait l'impasse sur le fait qu'on a des êtres humains en face de soi. Que cette expérience-là, c'est une expérience humaine. C'est une possibilité pour l'être humain de décompenser de plein de manières différentes. Et on reste un être humain qui est face à une épreuve considérable. Et quand on est un être humain face à une épreuve considérable, de sentir de la considération, de la compréhension, de l'empathie, et des gens qui essayent de rentrer en lien avec nous, c'est extrêmement salvateur. Ma tante, en ce moment, elle a un cancer, elle vient de rentrer dans une chambre stérile pendant plus d'1 mois pour vivre une chimiothérapie qui va être difficile, elle va avoir une greffe. Il faut qu'on lui parle avec bienveillance, avec considération, et que les soins techniques soient accompagnés d'une forme de lien à l'autre qui le rassure, qui lui permette de traverser tout ça. En tout cas pour Epsilon Melia, par rapport à nos activités, d'accompagner les équipes dans les établissements, ça rejoint cette idée fondamentale qu'il y a une on peut souffrir, mais s'ajoute
une souffrance, d'être renvoyé à sa vulnérabilité, d'être renvoyé à sa pathologie, comme si ce serait quelque chose d'extérieur à nous, alors que c'est quelque chose de l'ordre d'une expérience qui demande à être intégrée. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des états délirants, dans d'autres cultures, on accueille différemment la manière de délirer, et ça a des conséquences importantes pour les personnes concernées. Il y a des questions toutes simples qu'on peut poser aux gens, c'est est-ce que vous avez peur quand ils arrivent? Parce qu'en fait, on est terrifié. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que vous craignez qu'on vous fasse du mal? Parce que souvent, en fait, les comportements ahurissants qu'ont les gens qui n'ont pas par ailleurs des comportements ahurissants à d'autres moments où ils sont liés à des peurs, à des représentations très envahissantes, à des peut-être l'accès à des éléments de réalité qui ne sont pas perçus par d'autres. Et donc, est-ce que vous avez peur? Et puis, interroger les gens sur qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y avait des choses importantes pour vous qui se sont passées dans ces moments-là? On est là pour en parler. Peut-être qu'en ce moment, vous n'en avez pas la capacité. Le fait de peut-être faire rencontrer des personnes qui ont vécu ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je réalise à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, la solitude. Et c'est pour ça que la paire aidance, c'est quelque chose quand même où entre pairs, on peut se raconter des choses comme ça. Ça nous arrive même de rire de nous-mêmes et de nos voyages et des comportements loufoques et dédramatiser tout ça aussi. Parce que moi, la première fois que j'ai été prise en charge, c'était une prise en charge policière dans la rue. Je délirais dans la rue. J'étais hors de moi-même. J'étais absolument incapable de maîtriser ce qui se passait en moi. Alors que 4 mois auparavant, j'étais une étudiante en licence d'histoire avec ses copains. Enfin, et donc ça, c'est... Ouais, c'est... Pardon, c'est juste il y avait à plusieurs endroits, j'avais envie de réagir sur ce que tu disais, notamment ce qui me surprend, c'est que à aucun moment il n'y a eu d'invitation, parce qu'il y a des gens qui sont capables de verbaliser. Tu vois, tu disais, donc à mon arrivée, personne ne m'a posé la question sur qu'est-ce qui était important pour moi, ce que j'avais, si j'arrivais à verbaliser ce que j'avais vécu, etc. Mais à aucun moment non plus, parce qu'il y a d'autres moyens. Tu disais tout à l'heure que je ne sais plus si c'était Eric qui parlait du fait que beaucoup d'entre eux ne reviennent pas et donc n'arrivent pas à parler de cet état et avec le recul que tu as pu à un moment donné exercer sur cette expérience-là. Et je crois que si, je crois que l'expérience même, tu vois, de la création artistique est quelque chose qui, à un moment donné, permet de se substituer au langage ou à la verbalisation et que l'invitation n'ait pas été faite. Par exemple, tu vois, il y a des expériences de psychiatres célèbres qui, quand ils rencontraient pour la première fois leurs patients, au-delà des informations, parfois, effectivement, beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à verbaliser, dire qui ils étaient, ce qu'ils avaient vécu, etc. Il leur donnait une feuille, il leur disait « dessine-moi un homme ». Invariablement. Et il essayait à travers cette première interaction avec lui de déceler quelque chose, que peut-être que la personne lui raconte quelque chose, ou que ce soit le point d'appui pour commencer à entrer en relation avec lui, plutôt que d'essayer de lui faire tenir un discours très rationnel. Et cette manière, ça me rappelle une autre anecdote, on avait fait il y a une quinzaine d'années une table ronde avec Boltanski, et dans laquelle, à un moment donné, il évoquait, on essayait de voir quelles étaient les analogies qu'on pouvait faire entre la pratique et le vécu d'un artiste qui n'est pas considéré comme souffrant d'altérité psychique, et la plupart des artistes que j'ai eu l'occasion de montrer ici. Et il a commencé par nous avouer qu'en fait, au départ, au tout début, quand il a commencé à faire des petites boules d'argile. Il ne savait pas exactement pourquoi il le faisait, mais c'était comme une activité un peu mentrique. Il fabriquait des boules d'argile, il ne savait pas ce qu'il allait en faire, il les accumulait, etc. Et à un moment donné, dans une forme de ressaisissement, il y a l'idée, la perspective et la logique d'une œuvre qui s'est imposée, avec les thèmes qu'on connaît tous, mémoriels, etc. Mais surtout, à un moment donné, il s'est aventuré à une analogie que je trouvais intéressante,
Il a utilisé une métaphore pour dire finalement ce qui me différencie des artistes que tu montres, c'est peut-être que il pensait à des enfants. Il disait, tu vois, on est des cow-boys, des Indiens, on joue, etc. Et quand la maman appelle pour passer à table, ben, nous, on enlève le chapeau et la coiffe d'Indien, et les artistes que tu montres, ils ne le font jamais. Ils continuent. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de cet état-là, tu vois. Donc, c'est... il y a plusieurs questions, enfin, il y a plusieurs questions induites dans ce que je viens de te dire. Déjà, je pense que c'est très variable. Je pense qu'il y a des gens, ce que j'ai remarqué, hein, parce que moi j'ai la chance d'être au contact de mes pairs au quotidien, enfin depuis des années, et d'être dans un dialogue, dans des relations. Et en fait, il y a des gens qui reviennent. Et souvent, quand en fait, ce dont je m'aperçois aussi parce que moi j'ai à cœur de discuter de ces moments-là, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé, et on s'aperçoit qu'en fait, souvent les gens ne s'autorisent pas à en parler, parce qu'on leur a dit que c'était des symptômes pathologiques, et puis parce que aussi c'est des moments qui sont douloureux parfois, qu'ils ont envie d'oublier, parce qu'il peut y avoir beaucoup de honte. Moi, je m'aperçois aujourd'hui en parlant que j'ai plus honte, mais pendant des années, j'aurais jamais pu raconter l'histoire de la guerrière qui lève ses armées dans les musées. Aujourd'hui, j'ai une forme de tendresse pour ça, mais on a honte en fait de ces délires et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait soigner aussi. Donc les gens n'en parlent pas. Après, je remarque qu'il y a des personnes effectivement qui enlèvent jamais le chapeau, ou il y a des gens qui enlèvent les flingues, qui gardent juste le chapeau. Donc il y a quelques petits éléments qui perdurent. Comme ça, on se dit ah tiens, mais en même temps au milieu de ça, il peut y avoir vraiment des conversations hyper claires, hyper habitées, où de temps en temps le chapeau réapparaît, mais c'est pas tout le temps. Et en fait, c'est très rare tout le temps. Et au milieu de ces éléments qu'on pourrait dire de délire, chez certaines personnes, il y a des trucs qui tournent en boucle et ça disparaît jamais. Il y en a plein, ça disparaît. Et chez ceux chez qui ça disparaît pas, en fait, ça n'empêche en rien vraiment un dialogue et une conversation et une relation. Donc, et il y a autre chose, quand tu racontais l'histoire du médecin qui dit dessine-moi un homme. Moi, un jour, j'ai une amie qui m'a dit quand j'étais hospitalisée en psychiatrie, on m'a internée sous contrainte, on m'a emmenée dans le bureau, la psychiatre a commencé à me parler, et avant de répondre, je lui ai dit mais attendez, c'est quoi pour vous un être humain? Et oui, parce que vous voulez m'évaluer, vous voulez me faire parler de moi. Mais moi, j'ai le droit de savoir, avant de vous parler, quels sont vos critères. Vous voyez. Donc, c'était tellement beau, cette question. Je me souviens, je l'ai notée, parce que je note beaucoup de choses dans mon téléphone, et elle me racontait ça, et je trouvais que c'était magnifique. Cette insolence aussi, mais tellement légitime. Oh là, oh là. C'est quoi pour vous un être humain, avant que je vous réponde? Oui, la normopathie. Oui, et puis selon quels critères tu vas m'évaluer? Et puis moi j'ai besoin de savoir quel est ton regard sur l'être humain. Mais ça sert, je vois dans la salle, là, beaucoup de personnes qui ont pu diriger des établissements pour personnes en situation de grande précarité ou dans le champ du handicap ou la protection de l'enfance. Et c'est intéressant parce que ce que tu décris, on pourrait presque le décrire pour toutes les situations de vulnérabilité, en fait. C'est-à-dire de ne pas ramener l'autre à son symptôme. Parce que ce qui est très fort dans ce que tu témoignes, en fait, c'est, oui, il y a une part de moi qui est quelque part, peut-être que ce serait bien de lui faire de la place, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a le sujet en tant que sujet, on pourrait le dire au sens du forêt, qui a une perception de ce qu'il vit, qui est toujours là. Et en fait, on réduit la personne à cette part un peu mystérieuse, donc l'autre ne perçoit pas, mais on en oublie de s'adresser à la personne qui pourrait expérimenter. Et d'ailleurs, je pense qu'on passe à côté du soin. Et qu'on passe à côté du soin. Pour plein de gens. Moi, j'ai eu de la chance, parce que c'était aussi des ressources qui étaient à l'extérieur, mais je pense qu'on passe à côté du soin. Il y a plein de gens, ils ne vont pas vous donner l'heure. Si vous ne parlez pas à leur cœur, à leur être, à leur personne. Ils vous diront rien. Et si jamais, par exemple, on dit oui, la personne est dans le déni, elle veut pas prendre ses traitements. Voilà. Mais c'est normal quand même de devoir donner du sens aussi à ça et entendre, ok, pour l'instant, c'est difficile pour vous,
nous voilà comment on voit les choses, Bien sûr. voilà pourquoi on pense que c'est important, voilà qu'est-ce qu'on veut vous aider à faire avec ça. Qui est une adresse. Oui. Qui est, Vous voulez pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'on peut en reparler demain? Est-ce qu'on peut continuer à mener ce dialogue ensemble pour donner du sens à la démarche? Et je peux vous dire que vraiment, encore aujourd'hui, en plus aujourd'hui, j'ai parlé à la maman d'une amie qui me dit, à quelqu'un qui va très mal et qui a aucune volonté de créer un lien. Il y a des médecins qui ne l'ont pas vu, ou presque, qui ont décidé d'un traitement. Il y a quelqu'un qui n'est pas en capacité aujourd'hui de prendre ce traitement et qui a vraiment des raisons objectivement pour ne pas être en capacité. Et il n'y a pas de volonté de faire connaissance avec l'autre, comme si la règle du jeu, c'était prendre le traitement. Dans un rapport de subordination et d'autorité, finalement, c'est ça que tu dis. Et ce qu'est la personne ne semble n'avoir absolument aucune importance. C'est quand même psychiatrie, je sais pas, ça veut dire médecine de l'âme, de l'esprit. Vous voyez, on en arrive à parler du soin. Hein, on voulait parler d'art, mais non, mais c'est intéressant. Peut-être que le soin est un art. Alors, voilà. peut-être que le soin est un art, exactement. C'est ça qui est fort. Mais j'ai envie de venir à la question de justement par rapport à ton regard, parce qu'il est très présent la question du regard sous cette expérience de la folie. Hein, qui tu dis, la folie, c'est un changement de regard. Les couleurs, les formes, les monuments, les tableaux, tu les perçois, ils se mettent à parler autrement dans ta relation avec eux. Tu dirais que la création, elle commence là, dans cette modification radicale de la perception? Ah bah clairement, en tout cas, c'est le côté assez extraordinaire du truc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une vibration, les choses vibrent avec une intensité vraiment particulière. Et puis, quand je dis mes yeux sont architectes et tailleurs de pierre et que je gomme les éléments de la façade de Notre-Dame qui ne me conviennent pas, sur le moment, j'ai vraiment l'impression que je peux faire ça. Donc, c'est quand même... c'est jubilatoire. C'est jubilatoire. C'est une expérience, mais c'est de la création pure, d'une certaine manière. Et puis, c'est une manière de visiter le département des antiquités du Louvre. Ça, c'est comme un rituel que j'ai. Et puis, bon, j'espère que ça n'arrivera plus. Et puis, d'autant plus que si ça m'arrivait encore, je pourrais même plus y aller sans prendre mon ticket à l'avance. Parce que c'est plus possible d'aller au Louvre sans prévoir les visites. Donc, faut plus que je... Parce que vraiment, je vais visiter, je vais voir... plus de raison franchement, je risquerais de devenir agressive inutilement. Ils appelleraient les flics et je me retrouverais encore... Voilà. Mais c'est vrai que je me souviens de ces visites au Louvre où je devais avoir un air complètement... ça devait être étrange de me voir passer, mais moi j'étais avec les dieux, les déesses grecques, et puis je passais de la Grèce à Rome en ayant l'impression de voir des choses, et puis je regardais les sandales, des statues et les drapés, je me disais mon Dieu merveilleux, il faut faire une collection de vêtements, des sandales, je voyais des... Et j'allais aussi après voir l'Égypte, et c'est des moments où on a un rapport à ce qui est très violent, qui est très aigu, mais on a un rapport à la beauté aussi et à la joie que ça peut. Il y a quelque chose dans ce que tu décris qui me semble fort, c'est il y aurait quelque chose de la jubilation dans la création. Oui. Et d'ailleurs, c'est de l'énergie créative pure. C'est pour ça que je me mets à dessiner, que je me mets à écrire des choses dans tous les sens. J'ai des cahiers dans lesquels et là vraiment c'est irrépressible. C'est irrépressible de dessiner. Tu ne peux pas faire autrement. Ah non, c'est une nécessité. Et c'est une joie. Et ces dessins, c'est la reconquête de ça. C'est comment j'ai réussi à le faire calmement et à être dans la joie et un peu plus calme. Mais il y a des formes de spontanéité aussi qui sont... ils ont pour certains quand même une vraie dimension un peu méditative. Oui. Je trouve. Oui. Et comme si en fait ton esprit t'avait encouragé à un moment donné de partir dans certaines directions pour t'apaiser. C'est ça. Je pense que je ressens beaucoup ça. Il y a une énergie à laquelle je renonce quand même. Oui. Mais quand même, du coup, il y a quand même et ça devient une ressource très grande d'apaisement, de centrage,
tout ce qui est, ça me permet de faire mon métier, de me couper pendant que je fais ces dessins de tout ce qui est quand même qui me fatigue. Ça m'aide. J'avais justement, la folie me donne l'art, tu dis. La folie me donne l'art. Quand elle s'en va, elle me le reprend. Comment doit-on comprendre cela? Est-ce que la folie crée réellement quelque chose ou est-ce qu'elle ouvre brutalement une porte vers quelque chose qui était déjà là? Ben, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était verrouillé et que pendant des années et des années, ça ne pouvait pas sortir à d'autres moments que dans ces moments-là. Et petit à petit, et c'est vraiment, moi j'ai l'impression que je me suis fait un cadeau à moi-même, quoi, d'avoir reconquis tout ça calmement. Donc il y a l'idée de cette expérience me fait toucher, Me montre mon Dieu, chose, j'ai envie de faire ça. mais il Voilà. a fallu, parce que tu utilises aussi ça, le ramener dans la réalité. Le Parce qu'on a ramener le dans le sentiment réel. que ça a été un passage extrêmement délicat, extrêmement difficile en fait. Ah oui, c'était long, et c'était pas gagné. Le dessin, enfin, ça pouvait être préoccupant de me voir dessiner à un moment donné. Pour Parce toi que ça ou pour les stimulait, autres? pour les autres, parce que Ouais. ça stimulait l'entrée dans cet état. D'accord. Et ça voulait dire, allez, on y va. Et comme ça m'intéressait tellement de dessiner, c'est-à-dire, je continuais. Et donc, c'était vraiment, ça me mettait à la frontière et ça me mettait dedans. Tu avais ton environnement qui disait, ça y est, elle est repartie. Ah bah oui, ma Ouais. mère, elle regardait ça, genre, oulala. Et ma mère, qui est quelqu'un qui m'a donné un rapport à la peinture, à la musique, et d'ailleurs, elle m'a aidée aussi à me faire confiance pour pouvoir le faire. Parce que le jour où elle a regardé ça et j'ai vu qu'elle avait plus peur, ça voulait dire peut-être qu'elle voyait que les dessins étaient en train de se structurer, De s'accomplir. voilà, de s'accomplir, et elle voyait que, elle se disait, je pense qu'elle se disait, pour faire ça, il faut du calme. Ça peut pas prendre cette forme-là s'il n'y a pas Oui, il y a quelque chose qui se structure. qui est centré. Et il y a eu une confiance qui s'est établie dans ce geste du dessin, et il y a eu comme une forme d'autorisation. C'est bon, c'est plus la manifestation de ces crises, et c'est quelque chose qui se met à exister dans d'autres espaces. Mais en même temps, ce que tu décris, c'est pour beaucoup d'artistes, d'ailleurs, c'est une ligne de crête. C'est ça. Parce que j'ai un peu le sentiment que, à la fois, on est bercé par cette idée, ou du moins elle infuse dans notre rapport à l'art. Mais moi, j'aime assez souvent rappeler quand même quelque chose qui fait partie de la généalogie de la pensée, du moins déjà occidentale. L'idée qui était émise aussi bien par Socrate et Aristote, pas de la même manière. L'un qui disait, tout le monde le connaît cette phrase, il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Sans un grain de folie. Et Aristote, il allait plus loin. Il disait, rien de grand ne naît hors la folie. C'est-à-dire qu'il en faisait une condition presque intrinsèque, indispensable, indissociable en fait de l'acte de créer, parce que le génie, il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est de l'ordre du dépassement. C'est vrai que ces états-là, il ne faut pas faire de généralité, parce que y a des personnes chez qui la noirceur et la dimension très violente du truc gagnent du terrain très vite et empêchent ces espaces-là. Mais cet état-là, c'est vraiment l'état de l'énergie créative pure. Là, on sent ce que c'est que d'être habité par une envie de créer, et c'est très particulier. Hein. C'est vraiment... ça se reproduit pas. C'est paroxystique. C'est paroxystique. Ça s'impose à toi ou tu dois aller le chercher? Ça s'est imposé à moi, mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que pour que ça puisse se structurer, il a fallu l'apprivoiser. Et maintenant, c'est beaucoup de travail. Écrire, c'est beaucoup de travail. Écrire, c'est être assis sur une chaise pendant des heures et écrire et chercher les mots. Et ça, en fait, dans un état délirant, on peut avoir quelques fulgurances poétiques. Ouais. On peut écrire des choses surprenantes et belles. Mais pour structurer un texte, ou même pour structurer des dessins, il faut quand même
avoir apprivoisé. Une, Voilà. une zone de maîtrise. Hein, Ce qui n'empêche pas dans ces moments-là que... Et maintenant, le dessin, par exemple, c'est presque l'opposé de ce que c'était dans ces moments-là. C'est vraiment un espace de centrage, comme recréer un cocon. Ça me permet de... Voilà, j'ai un métier qui est quand même assez exigeant. Tous les jours, je suis dans un monde très normé qui me demande beaucoup de structure. On ne peut pas aller travailler dans des services de soins, animer des formations en entreprise, parler avec des professionnels. En plus, j'ai cette contrainte que moi, à la moindre fantaisie, et oui, ton donc en passé fait, est convoqué. et oui, il pourrait l'être en tout cas. Et donc je pense que vraiment, j'ai un rapport à ça. Je suis très attentive parce que si je veux servir ma cause, il ne faut pas que je laisse un bout de terrain. Et c'est une peur de toi ou du regard des autres? Non, c'est-à-dire que ça me tient tellement à cœur de faire changer le regard qu'on porte sur ces choses-là, de trouver des manières de soigner qui soient à la fois plus douces et plus constructives, de trouver des manières d'apaiser cette souffrance profondément. Ça me tient tellement à cœur, ce travail-là, que je me dis, il faut que j'apprivoise. C'est un levier de rétablissement et d'apprivoisement de mes symptômes pour me mettre au service du réel. Au service du réel. Parce que tout ça, c'est dans le réel. Et je ne peux pas faire ça si je délire. Et je ne peux pas faire ça si je laisse libre cours à cette énergie dont je parlais. Mais justement, est-ce que le dessin, ce n'est pas une manière de lâcher un peu prise? C'est mon espace où de lâcher un peu prise je suis tranquille. Mais lâcher tout en tenant. C'est de reconquête, finalement. On retrouve la figure de la guerrière, de reconquête. Elle est partout, celle-là. Parce que dans les services de soins, elle est là, mais elle est posée. Pour prolonger ce que dit Christian, en fait, tu disais lors de notre rencontre, j'ai vraiment retenu ces mots, le dessin me console, le dessin me soigne et le dessin m'ancre. C'est-à-dire avec ce double mouvement, à la fois c'est l'endroit où je peux laisser la créativité prendre son chemin, de la laisser circuler, et en même temps, je peux la contenir à travers ce travail que tu nous donnes à voir. Et aussi exprimer une dimension sensible, une fragilité, une blessure, je pense qui est très universelle, qu'on a tous peut-être sous une forme ou sous une autre, et en fait qui n'ont pas tellement le droit d'exister dans nos vies, tellement exigeantes, normées. Et c'est vrai que le dessin, quand je dis ça console, c'est que j'ai le droit d'être triste quand je dessine, j'ai le droit voilà, d'être... Ce serait, je pense, à nos lignes de faille. Oui, c'est ça. Ouais. Mais parce qu'on a... Là, on a parce qu'on ne nous laisse pas. Je vois le degré de normalité que j'ai dû conquérir pour réussir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est presque une violence de renoncer à ce point, à cette énergie, à ce que j'ai découvert dans À un moment donné, tu utilises le mot drogue. Moi, je dis j'ai un stock d'ayahuasca dans le cerveau. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, c'est comme si je passais 3 mois sous ayahuasca. Pas possible. Pas possible. C'est ça. Et je discute avec les plantes, avec les arbres, avec n'importe quel caillou devient vivant. Tout est signifiant, tout est symbolique. C'est comme mieux que de lire Le Monde ou de regarder les réseaux sociaux. Ça dépend des moments, parce que c'est pas soutenable. Et quand même, ce que tout ça, ça m'a appris aussi, c'est que, alors attention, ça c'est important, c'est que à partir du moment où on est un être humain incarné dans la matière, ça joue dans la matière. Et qu'il faut apprendre à être en relation avec le monde, avec soi. Le dessin, c'est ça aussi, c'est un rapport à la matière, hein. L'écriture, c'est un rapport à la matière et c'est comment on trouve sa place dans le réel, parmi les autres. Voilà, et ça, quelles que soient les envolées mystiques, c'est ça que j'ai fini par comprendre de tous ces voyages et de toutes ces expériences mystiques, c'est le réel, Philippa. Quand je t'entends dire ça, en fait, j'entends presque, tu vois, si on faisait une inversion de polarité, c'est presque un encouragement, parce que tu donner l'exemple de l'ayahuasca, et je pense qu'on en connaît autour de nous des gens qui ont fait l'expérience, et de plus en plus maintenant, c'est effectivement
on sent que dans nos sociétés hyper normées ou normatives, les gens continuent à avoir besoin de s'échapper, mais avec une forme de contrôle. C'est-à-dire qu'à l'inverse, comme si l'équilibre parfait ne pouvait venir que des autorisations que tu te donnes, effectivement, de décider à un moment donné, presque en fait, encourager les gens à s'autoriser des moments de délire pour leur propre équilibre. Et à l'inverse, effectivement, ceux qui ont un surdosage en ayahuasca, de leur apprendre à pondérer, à retourner dans une forme de normalité, enfin vivable. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Voilà. donc en fait, c'est ça. Les normopathes devraient délirer davantage. Ça, moi, je les laisse libres de décider ou pas d'aller. Et puis peut-être qu'il y a aussi des gens pour qui c'est très important que les choses soient contenues, que c'est ça aussi qui les aide à vivre, à pas perdre pied, d'être justement dans un rapport au réel très solide, très ancré, très normé. Il y a aussi des gens qui sont comme ça naturellement, mais c'est vrai que dans ces espaces-là, on y apprend des choses, et puis je pense que les gens qui vivent ces genres de choses, j'appelle ça une stratégie de sortie maladroite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Pour moi, ça devait sans doute passer par là. Il y avait peut-être des choses que je ne pouvais pas comprendre, mettre à l'extérieur de moi, apprivoiser, sans passer par là. Mais tout le monde n'a pas besoin de passer par là. C'est cher payé. C'est cher payé, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est cher payé. Et... J'aurais préféré que ça arrive une fois, pas 6. C'est très dangereux. Et ça aussi, c'est-à-dire la vie psychique de quelqu'un est en jeu. On peut à chaque fois je sais qu'il y a je pense à quelqu'un dans la salle à qui j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un mot qui s'appelle responsabilité. Je trouve que j'ai le sentiment d'entendre ça, c'est d'être dans le réel, de je dois quelque chose aux autres, c'est-à-dire je pourrais aller monter là-haut, voilà, mais il y a quelque chose qui, dans mon engagement pour l'autre, de mes dans mon travail de père aidance, puis de ramener ça, quoi, c'est-à-dire c'est aussi un don, un cadeau que tu offres aux autres, quoi, parce que si tu étais resté sans pouvoir ramener ça, bah, on ne pourrait pas, nous, éprouver cette joie qu'on a à admirer tes œuvres, quoi. En tout cas, c'est sûr que je trouve que mettre les choses au service de la réalité, qui est la nôtre, au fond, c'est ça qui compte, quelle que soit la façon dont on le fait. Et ça, c'est ça. Je pense que ça me protège d'avoir compris ça aujourd'hui. Et je pense aussi que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés avec le réel. Il me convenait pas du tout, le réel, tel qu'il était. Et donc, c'était difficile pour moi de construire un chemin qui rende le réel. D'ailleurs, au fond, j'ai un rapport un peu de transformation au réel. Ma seule manière d'être bien dans le réel, c'est d'essayer de le transformer d'une manière ou d'une autre, et de me transformer aussi intérieurement. Mais c'est vrai qu'on est un certain nombre à avoir un peu de difficulté avec le réel. Je crois. Et du coup, tu dis chaque dessin, c'est une prière. Je trouve que cette phrase est très forte. C'est important pour moi, la prière. Justement, quand on est dans des vies, la prière au sens universel, au sens très très large, hein, mais quand on est dans des vies où on travaille beaucoup, où on a une vie sociale, une vie de famille, il n'y a pas beaucoup. Parfois, on peut oublier des espaces un peu plus ouverts, un peu plus religieux, mais au sens pas des religions institutionnelles. Et pourquoi pas d'ailleurs, parce que ça peut prendre aussi, c'est des véhicules, les grandes religions de l'humanité, voilà. Mais en tout cas, pour moi, je sais que quand je trouve que j'oublie ces espaces, c'est très important, le sacré. J'ai un rapport, et d'avoir une relation avec la dimension sacrée de l'existence. Je ne m'aventurerai jamais à le décrire, à le définir. Ça me passionne toutes les façons dont l'être humain, depuis le début de l'histoire de l'humanité, est rentré en relation avec le sacré. On a été incroyablement créatifs sur ce terrain-là. Et donc, mais c'est très important pour moi. En plus, le sacré, il me semble qu'étymologiquement, ça désigne quelque chose qui doit être préservé. Quelque chose qui doit être préservé, qui doit être choyé, qui doit être protégé. Oui, et ça se convoque, et il faut ouvrir des espaces. Et les dessins, c'est des
c'est des moments où je suis posée, où je me calme, où je prends mes couleurs, où je fais ces formes et où là, il y a un espace qui s'ouvre. Est-ce que tu... Pardon, vas-y, excuse-moi. Christian, Non, est-ce que tu irais jusqu'à dire que quand tu fais ces dessins, c'est de la folie sous contrôle? J'ai plus non, j'ai pas ce sentiment. Mm. J'ai bien discuté avec ma folie. Mm. Je la respecte. Elle est redoutable. Voilà, Laisse-moi tranquille. Ouais, non, écoute, merci pour ces enseignements redoutables que tu m'as donnés. D'accord. Mais voilà, elle et moi, on est réconciliés. Comme si elle se disait, c'est bon. J'ai plus besoin. Je sais pas, c'est un peu absurde ce que je dis sans doute, mais non, mais parce que c'est moi. En plus, j'ai écrit, j'ai un dialogue que j'ai relu récemment, un dialogue avec la folie, où je dis moi et je fais répondre la folie et elle me cause et c'est vraiment. Attention, on va dire. Je suis rentrée en relation avec. Voilà, qu'elles ont. Une relation pacifique. Oui, et puis j'en ai tiré des enseignements et c'est un état très particulier, dangereux, complexe et aussi enseignant. Et je me dis, ben voilà, maintenant je... Est-ce que ça fait pas Veni, partie... vedi, vici. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait pas partie justement d'un chemin thérapeutique? Parce que j'ai écrit un dialogue avec ma folie où je la questionne, elle me répond, etc. Ça veut dire que tu l'as déjà mise à distance. Oui. C'est-à-dire que c'est pas toi. Ah bah de toute façon, cet état-là, chose. c'est jamais la personne qui le vit. Ça définit pas la personne qui le vit. C'est une expression de certaines parties, de certaines choses qui peuvent pas sortir autrement. Souvent, il y a des formes de violence dans la folie. Je parle pas de violence où on porte atteinte à l'intégrité physique de l'autre, mais on peut être violent verbalement. Parfois, il y a des formes de colère, de rage, de souffrance qui s'expriment, qui sont complètement désinhibées dans ces états-là. Mais je pense que si ça se manifeste, c'est que ça existe dans l'individu qui le manifeste. Et d'ailleurs, et ce serait très intéressant de travailler ça avec la personne, de lui dire une fois que ça va mieux, vous savez, quand vous étiez dans cet état-là, vous avez exprimé des choses inhabituelles, de colère, de rage, vous avez eu des propos à l'égard parfois de vos proches dont ils nous ont dit, d'où l'intérêt d'écouter les proches aussi, que c'était pas habituel chez vous, que ça sort que dans ces moments-là. Est-ce que vous voudriez qu'on parle un petit peu? Parce que j'ai dialogué avec ma folie, mais j'ai dialogué avec ma colère, avec ma paranoïa. Et ça, là, il y a un élément important, la pratique de la méditation, qui est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée, parce que méditer, c'est ça. C'est apprendre à rentrer en conversation avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, avec du respect, de la douceur, de la compassion, et du coup, ça le rend entendable. Et si on a ça en soi, alors il y a un enjeu d'entamer un processus de réconciliation. Et ce que la folie montre, et pareil, si on a des dessins à faire, eh ben, il faut se réconcilier suffisamment pour laisser l'espace du dessin exister. C'est ça. Ce qui est très fort, de ce que j'entends, tout au début, je ne suis pas allé au bout de mon idée, mais il y avait une école qui disait qu'on a intériorisé un bon objet qui a pris soin de nous pour prendre soin de soi. Et ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a cette part en toi qui prend toujours, tout ce que tu viens de dire, c'est comment je médite, comment je prends soin de moi, comment je prends soin des autres. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui, dans cette expérience folle et radicale, il y a cette force, peut-être que d'autres, non, peut-être pas, mais cette chose qui fait que malgré toute cette épreuve, il y a une partie qui pourrait prendre soin. Ben maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça, mais pendant des années, c'était une question de survie. C'est-à-dire que quand même, tout ça, ça peut tuer. Et pendant des années, je me suis demandé, et d'ailleurs, je pense, moi, je me suis souvent dit qu'il fallait vraiment que je réussisse à me reconstruire beaucoup, parce que les degrés de souffrance que ça fait vivre, je ne suis pas certaine que j'aurais tenu là-dedans. Dans un entre-deux, parce qu'il y a des gens qui traversent comme ça l'existence. C'est au-delà de ce qu'on peut. Il y a des fois où tu penses qu'il y a des gens qui seraient au-delà de ce que... C'est ça. Et là, il y a des gens qui se tuent, malheureusement. C'est là que le suicide survient. Quand on vit des états comme ça, on dialogue avec le suicide. Voilà, un interlocuteur dont on se passerait bien.
Mais voilà, et peut-être maintenant, il y a ça qui est à l'œuvre, c'est-à-dire une partie de moi qui prend soin de moi. Maintenant, c'est comme ça. Mais pendant des années, c'était quelqu'un qui se demandait comment je vais survivre, quoi. Et qui a cherché toutes les pistes possibles pour venir à bout de cette souffrance et de ces dysfonctionnements et de ces crises. Et donc, c'était vraiment un combat on voit pas quand ça y est, c'est fait. On voit pas, mais c'était vraiment. Je sais que le chemin il est dur et exigeant, et c'est pour ça qu'il faut à ce point-là bien l'accompagner, parce que c'est vraiment à partir du moment où on est sur ce chemin-là, on est à l'épreuve de soi-même, à l'épreuve du réel. On a besoin d'autres. Ah oui, parce on a que besoin d'autres. le travail de On peut pas le faire tout transformation, seul. oui, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut que des gens nous aident à nous y engager. Et souvent, il y a quand même à l'origine de tout ça des traumatismes, des moments où dans notre environnement, les choses ont été compliquées à appréhender. Voilà, donc oui, et donc aujourd'hui, il y a une part de moi qui prend soin de moi et tout ça est très... mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Parfois, j'ai un peu l'impression d'être une rescapée d'un. En tout cas, tu nous fais, voyez, en tout cas, personnellement, ce que je propose, c'est qu'on peut donner la parole aux personnes qui voudraient poser une question à Philippa. Mais c'est fou comme en t'écoutant, comment dirais-je, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience qu'on a envie d'intégrer. Enfin, on a quelque chose personnellement à tirer de ce que tu nous racontes et de ce dont tu témoignes de ton expérience. Peut-être parce que d'une certaine façon, sous mille et une formes, en fait, ça nous concerne tous. Oui, peut-être qu'il n'y a pas un être humain qui a, sous d'autres formes, pas ce type à un degré, on a nos failles, à certains moments de nos vies. On peut l'espérer d'ailleurs même, d'une certaine manière, qu'on a nos failles. Bah oui. Ok, merci beaucoup Philippe, merci infiniment. Et qui souhaiterait... Ça a commencé donc pendant les 12 premières années de cette histoire-là. J'étais en contact avec personne à part quand j'étais dans les hospitalisations sous contrainte. Et en 2010, j'ai rencontré un médecin qui fait partie de ceux qui ont créé une association qui s'appelle l'association Clubhouse France, qui a importé en France un modèle d'accompagnement pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques qui est né aux États-Unis. Et avec une méthodologie d'accompagnement fondée sur la cogestion, de lieux d'accueil non médicalisés où on accompagne les gens à s'engager dans leur rétablissement et à récupérer toutes sortes de compétences, de capacités. Donc, et cette association, ça a été une rencontre très importante dans mon parcours parce que j'ai entendu parler pour la première fois de père aidance, de rétablissement. Et au départ, on m'a demandé si je voulais bien témoigner. C'était en 2010, donc en tant que membre de cette association. J'ai fait ce témoignage. Après, on m'a demandé si je voulais aller dans les entreprises pour faire des sensibilisations. Je l'ai fait. Et je me suis dit, tiens, là, il y a à la fois pour moi un métier et un engagement. Et donc, c'est au sein de cette association que j'ai commencé à d'abord bénévolement à animer des ateliers, à aller faire des formations, des sensibilisations. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. J'ai commencé à travailler sur d'autres thématiques. On m'a laissé passer aussi. C'est assez... Non, moi je suis indépendante dans mon activité, mais je travaille avec l'association Clubhouse France, je travaille avec une autre association sanitaire et médico-sociale qui s'appelle Les Ailes Déployées, je travaille avec la Fédération Santé Mentale France. Oui, c'est des institutions que j'ai rencontrées. C'est ça, oui, exactement. Et il y a même une association avec laquelle je travaille depuis 3 ans maintenant, où on développe un projet autour de la pérédance. C'est des partenariats qui durent depuis longtemps. Et petit à petit, j'ai pu aussi aller faire de la formation dans des services de psychiatrie, dans des associations médico-sociales. Ça, c'est 15 ans de travail où on m'a permis en fait aussi d'avancer dans cette voie et où du coup je suis à la fois au contact de mes pairs, de beaucoup de personnes concernées
et de professionnels qui travaillent dans ce champ-là. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas et relevez la main parce qu'on va vous donner un micro parce que comme ça tout le monde peut entendre vos questions. Merci. Je ne sais pas si je vais réussir à exprimer. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup plus près, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est justement le rapport que vous avez pu avoir avec les soignants qui ont du mal à voir l'humanité dans la personne qui traverse des moments de folie, c'est-à-dire qui traverse justement un épisode où elle va faire un voyage dans quelque chose qui est complètement humain. Et la question que moi, ça me pose, c'est la créativité humaine aussi, qui se tient, enfin la créativité même de nos sociétés humaines, qui est aussi, comment dire, qui est traversée par ça sans que forcément on le sache. Ce qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est comme un acte de résistance, quoi. La créativité, non, ça... c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui échappe à l'humain créatif, que ce soit de l'art ou pas de l'art. Ça peut être justement, je sais pas, les villes, tout ce qu'on veut. Quelque chose qui échappe et qui fait partie de ce continent-là, qui est totalement humain et qui se manifeste chez les gens qui sont fous. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et moi, ça me questionne beaucoup par rapport même à la réalité du monde tel qu'il existe aujourd'hui, parce il vient aussi de tout ça. Et c'est dans ce sens que moi, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'art brut, et puis bon, je suis moi aussi une artiste. Et je trouve très intéressant, justement, l'art des artistes bruts, parce que, justement, ils font ce voyage dans cette humanité profonde qui nous appartient à tous. Voilà. Donc, ça rejoint une conversation qu'on a eue peut-être avec Philippa juste avant qu'on démarre la table ronde. Véritablement, on avait conclu en disant que en fait, c'est de l'ordre de l'intime qui confine à l'universel. Voilà, exactement. Ouais. Mais je pense qu'on va vous donner le micro. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Madame. C'est-à-dire, c'est très positif ce que vous dites. On est tous des humains, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire être humain? Et justement, je pense à cet auteur latin qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Mais malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains pour qui beaucoup d'autres êtres humains, qui sont peut-être pas des malades mentaux, sont peut-être autre chose, sont des étrangers. Et c'est-à-dire que la non-reconnaissance de l'humain comme tel fait partie de l'humain. Il ne faut pas nier cette négativité. Vous dites la non-reconnaissance, c'est ça Dans un être humain, dans un être humain. On ne reconnaît pas l'être humain. Ouais, on ne voit pas l'humain dans l'homme. Ouais, exactement. C'est aussi... C'est une réalité, on le voit tous les jours dans l'actualité. Ça peut être des Même médecins, nous, dans notre quotidien, des médecins qui voient dans l'être humain un patient qui souffre d'une pathologie. Ça peut être des policiers, ça peut être des gens, effectivement, qui voient non pas l'humain, mais autre chose. Philippa raconte une scène très très forte quand cette médecin, avec beaucoup d'anxiété, elle fait le tour, on la voit jamais dans les couloirs, elle vient jamais rendre visite aux malades, et puis on te dit, ah, tu sais, elle va passer, et toi tu es là dans ta chambre à attendre. Moi, c'est une scène que je garde en mémoire, et en fait, elle se présente à toi, et en fait, elle ne s'adresse pas à toi, elle parle à ses confrères, oui, comme un cas. Donc Philippa est là, elle en parle comme un cas. Et en fait, à un moment donné, toi, tu tentes plus ou moins de l'interpeller, mais là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut être médecin, rentrer dans une chambre et ne pas s'adresser, dans le sens, j'aime bien le mot, adresser quelque chose à l'autre, quoi. Et c'est vrai, ça, c'est banal, c'est tout. Non, mais il y a des humains qui parlent à leur chien, mais qui ne parleront pas à notre être humain. Ça aussi, c'est la part humaine. Avec clochard, par exemple. Exactement. Par contre, peut-être, excusez-moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que peut-être que quelque chose dans la folie, me semble-t-il, en tout cas moi, c'est une question qui me préoccupe, avec Ferenczi, Winnicott, c'est quand même, quand on manque d'humain, quand on a un manque d'autre,
on devient très souvent dingue. C'est-à-dire qu'un bébé, comme disait Winnicott, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et qu'on devient pleinement soi, alors, du rapport à l'autre. Je ne sais pas si je suis clair en disant Oui, ça. bien sûr. Et que le monde devient fou quand on a un manque d'autre. Oui, mais Et c'est ça que je trouve très beau dans ton témoignage. La mère, dans le cas du bébé. Vous voyez ce que je veux C'est dire? pas l'humain en général. Pardon. Oui, mais je prends cet exemple-là du bébé pour dire Oui. ce sera toute la vie. On a besoin d'autres pour advenir. C'est ça qui me touche beaucoup Oui, mais dans pas ce que de dit Philippa. n'importe quel autre. Il y a des autres Pas qui sont n'importe quel mauvais. autre. Qui sont Oui, mauvais. mais on est d'accord. Pour les bébés aussi. Pas n'importe quel autre, on est d'accord. Faut pas non l'autre, c'est Ouais, pas. je suis d'accord. Il y a aussi l'autre. C'est le réel, ça, ce que vous dites. Il y a des humains qui Ouais, sont ouais. inhumains. On est d'accord. On est d'accord. Il y a quelqu'un... Oui, voilà. Juste peut-être une phrase, le pendant en fait à la citation que vous avez faite, que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, serait une citation de Romain Gary qui dit que l'inhumain fait partie de l'humain. Oui. Voilà. Et moi je pense qu'une belle définition, parce que le rapport à l'autre est tellement présent dans votre parole et dans tout ce que vous évoquez, une belle définition du sacré, c'est justement ce mot de consolation que vous avez mis en exergue, en titre. Le sacré a à voir avec la consolation. Nous sommes le seul animal qui ait besoin de cette consolation. Le sacré nous caractérise, il est universel. On n'a jamais trouvé un groupe humain sur Terre qui n'ait pas eu profondément besoin de ça. C'est très juste. Parce que Linda, peut-être parce que je voudrais profiter de toi, de ta pratique, comme tu es présente, Linda de Zitter. Philippa, un grand merci parce que je trouve votre parole très, très éclairante, très incarnée, très enseignante. Et vous avez une façon de nous rappeler que la folie est incluse dans notre humanité. Il faut le dire comme ça, incluse parce que c'est mis à toutes les sauces aujourd'hui. Et qu'au fond, la question, c'est quel rapport on décide de nouer avec elle. Dostoïevski disait qu'il y avait des personnes qui rataient leur folie. Il y avait des personnes... Il y a moyen de rater l'affaire. Hein. Voilà. Il y a comme ça vraiment des résonances quand vous parlez. Vraiment, c'est très fort. Et au fond, c'est une façon de dire que la norme, c'est ce qui boite. C'est la folie, quoi, qui est la norme. Mais la plupart du temps, on s'en rend pas compte parce qu'on s'en arrange. Cette vulnérabilité partagée, on n'en tombe pas tous malades. Mais la moindre des choses, quand même, et c'est ce dont vous témoignez, et tout votre processus, parce que vous avez rappelé que c'est un processus qui est long, qui est douloureux, qui est une façon très tragiquement de vivre ce que nous pouvons vivre chacun à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de ne pas tout à fait coïncider avec nous-mêmes. Mais quand ça va pas trop mal, quand on tombe pas trop malade de cette sacro-sainte normalité, on peut dire facilement nous et je, mais quand on en tombe malade, c'est quand même autre chose. Et je trouve que la moindre des choses, ce que vous rappelez, c'est d'essayer de vous accompagner, de croire qu'il y a un sujet, quelqu'un à rencontrer, que si je n'y arrive pas, c'est pas à cause de vous, c'est que je ne trouve pas la voie d'accès, donc que j'ai à inventer avec vous. C'est une co-création, ce processus. Vous le rappelez, vous ne le faites pas tout seul, mais que vous vous appuyez aussi sur cette solution singulière, ravageante, que vous avez éprouvée, mais qu'il y a là quelque chose dans ce qui vous a ravagé qui peut indiquer aussi votre solution ou une de vos solutions singulières, moins ravageantes, et qui font que vous pouvez vous restaurer dans une vie suffisamment digne d'être vécue. Et ça, je trouve que vous l'écrivez, vous le dessinez, vous le parlez d'une façon toute humaine. Vous nous rappelez comment la psychiatrie, de la faire, d'essayer de l'exercer le plus humainement possible, parce que nous sommes tous, il me semble, si je parle là, c'est aussi parce que je parle depuis la patiente potentielle qui sommeille en moi, qui justement n'est pas tombée malade, mais voilà.
Ça nous arrive pas à tous, heureusement quand même. Mais ce que je veux dire, ce qui est important dans ce que vous dites aussi, c'est on a besoin, dans les moments où on n'a plus d'espoir pour nous-mêmes, de gens qui en ont et qui nous aident à reconquérir les parts de nous qui continuent d'avoir une force vitale et de pouvoir trouver une place dans le monde, quoi. Oui, mais ça nécessite vraiment, et je pense que là, la formation est très importante, ce que vous faites également, de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont un peu apprivoisé leur propre folie pour ne pas projeter l'angoisse de l'autre. Hein. Et pour faire, oui, voisin avec sa propre folie, pour pouvoir accueillir celle de l'autre dont on comprend pendant beaucoup de temps pas grand-chose. Mais on Moi, sait il y a que plein de moments, même dans mon travail de père aidante, où je ne comprends pas ce qui se oui, passe pour les personnes oui. qui sont en face de moi, Ben même oui. si je l'ai vécu, où je peux être déstabilisée, où ça peut me mettre en colère, Oui. mais je suis à l'affût de tout Oui. ça. Je suis attentive et j'ai quelques grands principes qui guident mon activité, auxquels je me relie pour être vigilante vis-à-vis de moi-même dans ma manière d'écouter, de regarder, de soutenir. Si je vois que j'y arrive pas et que je suis pas la bonne personne, de passer la main et de rester, parce que c'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on est à l'abri de s'égarer parfois. C'est... Oui, mais vous signalez qu'il y a une croyance au fond de vous. Vous croyez que celle ou celui qui est au fond de vous, que vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un sujet, qu'il s'agit de souffler sur les braises, quoi, pour que quelque chose du désir puisse renaître. Donc merci à vous pour votre témoignage. Merci. D'ailleurs, Mila, pour apporter un peu de légèreté, tu te rappelles comment Toscaïès ne pratiquait pas la psychiatrie, lui. Il pratiquait la déconiatrie. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Auréliane et je suis art-thérapeute. Merci beaucoup d'avoir rappelé, parce que c'est au cœur de mon métier, qu'on accompagne la personne dans toute sa pluralité et pas un symptôme et pas une pathologie. Et ça me rappelle, il y a quelques temps, je travaille en ce moment en addictologie, et une personne s'est présentée en me disant, bon, j'invente le prénom, « Bonjour Martin, héroïnomane ». Et je lui ai dit, heureusement que vous n'en êtes pas réduit à ça. Et donc merci pour ça, parce que je pense que voilà, moi c'est au cœur de mon métier, mais ça devrait l'être au cœur de tous les métiers qui touchent à l'humain. Et je me posais la question forcément de comment est-ce que cet espace de création, il a pu ou ne pas pu avoir lieu, est-ce que vous avez pu avoir un espace de création accompagné ou non dans des moments justement d'hospitalisation ou de soins, ou est-ce que ça a été toujours un moment entre vous et vous-même? Non, il y a eu quelques moments. Ce qui m'a frappée, c'est qu'on nous mettait à disposition. Alors, dans les services fermés, je raconte dans le livre un atelier d'ergothérapie. Vraiment, moi, j'étais contente. Hein, on me donnait 4 mots, camping, panneau, je sais pas, sable et chaussures. Et il fallait mettre les 4 mots dans le texte. Quand ça fait 2 mois qu'on est hospitalisé sous contrainte et qu'on ne peut pas sortir et qu'il ne s'est rien passé en termes de dialogue quand même vraiment constructif avec les équipes de soins, bon, ben, on fait le texte avec une dame qui devait être une ergothérapeute qui regarde tout ça, genre à la fois gentiment et puis en même temps on sent que vraiment, donc on lit tous nos textes, on a mis les 4 mots, mais il se passe rien quand même dans cette affaire-là. Donc il y a rien qui fait sens, il y a rien. Bon, ça c'était. Donc c'est ça qui m'a frappée, c'est une fois encore, ça aurait pu être l'occasion de faire connaissance, mais non. Voilà, mais bon, il y a un espace qui est créé. Et puis après, c'est pareil, je suis allée dans une clinique privée qui était très confortable. Je parle de ça aussi dans le texte. Et il y avait, pour le coup, là, c'était le paradis parce qu'il y avait un atelier avec des feuilles, de la peinture, des pastels, des pinceaux. Donc, on avait vraiment, pour le coup, un espace de grande qualité dans lequel on pouvait aller dessiner. Mais là aussi, ce qui est assez frappant, c'est qu'on nous laisse,
qu'on nous laisse dessiner, c'est formidable, mais on est quand même dans un lieu de soins. Donc, et ce qui m'a toujours frappée, d'ailleurs, on peut tout à fait nous faire faire des activités. Il y a plein d'endroits où on nous fait faire des activités, mais à aucun moment, en tout cas dans ce que j'ai expérimenté moi, on vient nous voir pour nous expliquer aussi peut-être pourquoi on nous propose ça. Voilà, qu'est-ce que moi qui est à vos côtés, j'essaye d'interroger, qu'est-ce que vous en pensez, ou de faire connaissance avec l'autre, justement, de se saisir de ça pour entamer une conversation qui va permettre de mieux comprendre qui on a en face de soi. S'il y a bien des espaces dans lesquels les espaces de création doivent être mis au service de quelque chose, c'est les lieux de soins ou d'accompagnement. Et bien souvent, ce qui est frappant, c'est qu'on les propose, mais on garde un peu comme secret les équipes, ce qu'elles en tirent comme conclusion, ou tout ça est un peu voilà, tenu en mystère. Alors nous, on est contents, on a fait un dessin, on a peut-être même joué une pièce de théâtre et tout, mais si par hasard tout ça a été mis au service d'un processus de soins, d'accompagnement, de reconstruction, de rétablissement, ou au service d'une meilleure compréhension du soignant ou de celui qui nous accompagne de nous, tout ça est maintenu quand même et discuté en réunion de synthèse, j'imagine. Non, mais parce que, où là, pour le coup, à mon avis, on épilogue longuement sur la situation de la personne sans, au fond, jamais rien lui dire véritablement des conclusions qu'on tire. Alors, je rebondirai juste sur là-dessus. Alors, par rapport à l'art-thérapie, c'est très rare qu'on soit invité sur les réunions pluridisciplinaires. On est souvent, malheureusement, un peu l'intervenant extérieur. Et moi, c'est une bataille dans mon métier de créer du lien avec les équipes et avec l'institution pour justement leur dire mais le but, c'est d'accompagner au mieux les personnes. Comment voulez-vous que moi, je les accompagne au mieux si vous ne me faites pas part de ce qui s'est passé pour eux pendant la semaine, si moi, je ne peux pas vous faire part de ce qui se passe en atelier, si eux n'ont pas un retour de tout ça, si les passerelles n'existent pas, en fait, comment est-ce qu'on les accompagne au mieux? Et souvent, il y a aussi, et ce que j'entends comme retour aussi, des actions, parce que enfin, là où je suis, du coup, c'est des actions, c'est pas des patients. Des actions. Ouais, chouette comme terme. On a des mots usagés, bénéficiaires, patients, voilà. actions. Mais du coup, ils ne sont pas patients, ils sont acteurs et sujets de ce qui se passe pour eux. Et d'où le terme que j'ai trouvé chouette. Voilà. Et en fait, il y a... J'ai perdu le fil, du coup. Il y a effectivement cette difficulté, des fois, de ne pas avoir cette passerelle. Et du coup, je sais qu'en tant qu'art-thérapeute, on m'a souvent parlé d'ateliers où c'était très libre, où en effet, il y avait un atelier, il y avait de quoi dessiner, de quoi peindre, etc. Et c'était libre. Point. C'est bien la liberté voilà, aussi. C'est déjà une très bonne base, j'ai envie de dire. Et souvent, en tant qu'art-thérapeute, on n'a aucune info. C'est-à-dire qu'on démarre, effectivement, ce qui est chouette, c'est qu'on rencontre la personne avec... Alors, on ne sait pas, on ne sait rien au niveau de son histoire, etc. Des fois, on a zéro info. Des fois, on en a. Et après, effectivement, c'est à l'art-thérapeute de se dire comment est-ce que je m'adapte aux personnes. Et là, c'est son boulot. Et pour moi, c'est insupportable de me dire que ça s'arrête là parce que c'est pas un accompagnement, c'est une mise à disposition. Mais c'est pas du soin. On n'accompagne pas là, en fait. Donc, voilà. J'avais cette interrogation-là par rapport à... Mais il y a des espaces quand même qui sont proposés. Il y en a, ça existe quand même dans plein de... J'entends des choses d'ailleurs assez antagonistes dans ce que vous dites. À la fois une attente manifestement de ta part de davantage d'accompagnement dans le processus de création. Et en même temps, on peut se dire, mais est-ce que finalement la liberté induite par un atelier qui n'est justement pas très encadré, est-ce que ce n'est pas une partie de leur reconquête de soi et de la liberté de faire sans avoir une autorité qui soit là pour juger, te dire c'est bien, c'est pas bien, ou voilà l'information que j'en retire. Est-ce que cette forme de gratuité, finalement, est-ce qu'elle n'est pas bénéfique? Disons que si c'est dans des moments où les gens ont besoin de soins, ça veut dire soin, c'est soulagement. C'est-à-dire il y a une souffrance à soulager. Donc c'est là où
voilà, c'est ça, c'est-à-dire. Donc l'art ne suffit pas à soulager dans ce cadre-là. Ben, c'est toute la réflexion quand on fait de la formation sur ce qu'on appelle les pratiques orientées rétablissement. Et je trouve intéressant tout part de qu'est-ce qui a du sens pour la personne. Donner du sens à ce qu'on lui propose. C'est-à-dire, si on propose quelque chose à quelqu'un, lui dire voilà, quelle est la démarche qu'on poursuit et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça œuvre en vous ? Est-ce que ça vous permet de. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de créer, il y a des moments où on a besoin d'un espace de liberté. Mais il y a des moments où on a besoin de l'interaction. Ouais, d'être soulagé, de trouver des pistes de solutions pour aller mieux, parce qu'on a. Ouais. Donc dans ces cas-là, il faut. Et on parle de réunions de synthèse, mais aussi que les gens puissent être présents, les personnes concernées elles-mêmes, quand on parle d'elles. Mais il y aurait beaucoup à dire sur cette question de réunion. Non, mais de réunion de synthèse. Mais encore une fois, ça me fait penser à tout ce que les publics on appelle vulnérables. C'est-à-dire comment parler. On est dans une pièce, il y a des professionnels qui parlent de quelqu'un qui est derrière la porte. Oui. Et c'est intégré dans notre culture. Il y a les sachants, c'est intégré dans notre culture, que ce soit des éducateurs, etc. Il y a des contre-exemples, parce que Linda Non, mais il va y avoir des contre-exemples. Mais je veux dire, il y a des contre-exemples. Je sais bien qu'il y a des contre-exemples, mais ils sont tellement rares par rapport... je travaille depuis 20 ans dans le médico-social, à part quelques... Bien sûr, il va y avoir la Borde qui a défendu la truc, mais il y a quand même beaucoup de lieux aujourd'hui, dans les foyers pour enfants, où des personnes en situation du handicap, où on part dans un bureau entre professionnels et que la personne à l'extérieur, elle n'a pas toujours une interaction pour rendre compte, pour partager, voilà, c'est ça que j'entends. Voilà. Mais tu veux je sens que Linda vient d'intervenir là-dessus, et puis au fond, on va devoir bientôt clore. Au fond, ce que j'entends quand Philippa, vous dites tout ça là, à la fin, là, c'est quand même comment on redevient un peu sujet de la chose. Mais c'est la même question pour tout un chacun. Comment on est un peu sujet de notre travail, de soignant ou de patient. Et donc, j'entends dans cette idée, vous disiez bien, on nous fait faire. Déjà, on nous fait faire. Peut-être que si on faisait avec vous dans l'atelier, il y aurait une possibilité de rencontre, tout simplement. Une façon de rencontrer un soignant qui ne sait pas se débrouiller avec les peintures et que ça donne l'occasion de causer d'autres choses, des souvenirs d'enfance, moi quand j'étais enfant, etc. Et on a un peu accès à quelqu'un, c'est ça que j'entends. Il faut quand même que ça en passe par l'autre, quoi. Et que l'autre est absent. L'autre est absent, sauf, heureusement, il y a les autres pairs de temps en temps. Heureusement qu'ils sont là. La fonction thérapeutique partagée, heureusement que ça existe, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment comment résister à ce que l'autre devienne notre objet. Exactement. Mais donc, c'est vraiment ce travail-là. On partage, exactement. C'est comme ça, comment le formuler de telle façon qu'effectivement. On va devoir, comme il y a le vernissage, on va devoir... passer aux réjouissances. Réjouissances. Merci. Merci beaucoup. Merci à Philippa. Merci à vous. Merci à vous.